Bonjour et bienvenue chez Éduquer avec Sagesse, je suis Hélène Tong. Crise d'adolescence, les 5 secrets pour la traverser en beauté, voici ce que je vous propose dans cette vidéo. Je ne sais pas comment m'y prendre avec elle. N'avez-vous jamais entendu des amis parler ainsi de leurs ados? Ne trouvez-vous pas que ça nous fait appréhender d'arriver à cette période parmi toutes les familles que je côtoie? Une seule d'entre elles a une relation complice et heureuse avec ses 2 ados. Pour toutes les autres, c'est compliqué, voire un vrai calvaire. Hier, une amie m'a raconté que l'une de ses connaissances n'avait rien pu faire. Sa fille a coupé les ponts avec elle depuis plusieurs années. L'adolescente a même fait une tentative de suicide. Et ce n'est pas un cas isolé si l'on en croit les chiffres d'un article du Point de septembre 2019. Je cite, « Le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans. » Tout n'est pas de notre faute, à nous les parents. Mais surtout, la bonne nouvelle est que nous restons les mieux placés pour aider et accompagner nos enfants. À traverser cette période spéciale, encore faut-il savoir comment les aider. On se sent bien démuni face aux réactions de notre enfant qui peuvent changer brutalement sans que l'on comprenne pourquoi. Pour aider d'autres mamans, comme je le fais maintenant depuis quelques années, j'ai décidé de m'atteler au sujet de l'adolescence. Ça, c'est mon côté bélier. Cela fait un sacré moment que je fais des recherches pour trouver des pépites de sagesse sur la bonne posture à avoir en tant que parent avec des ados. Impossible à trouver ce genre de conseils, de sagesse profonde qui ait fait ses preuves à travers les époques et dans tous les pays. Peut-être parce qu'autrefois, cette période intermédiaire entre l'enfance et le monde adulte n'existait pas, tout simplement. Les enfants devenaient adultes plus jeunes qu'à notre époque. Ils travaillaient et fondaient une famille plus tôt dans leur vie. Les garçons devenaient soldats ou apprentis, artisans assez jeunes, devaient nourrir une famille très tôt et prendre de lourdes responsabilités pour leur âge. Les filles se mariaient et fondaient une famille plus tôt aussi, donc elles aussi avaient très tôt de lourdes responsabilités. La charge de leurs parents, parfois, tout était différent. Mais j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous sortir un vieux manuel poussiéreux de Confucius, ni un traité philosophique d'un disciple de Socrate. Non. Cette fois-ci, la sagesse, je l'ai trouvée en la personne d'une jeune fille tout juste sortie de l'adolescence. Elle habite en Suisse et je l'ai rencontrée lors d'une conférence en ligne qui rassemblait des passionnés de culture chinoise comme nous et des familles sino-françaises. En l'écoutant, ma fille et moi étions toutes les deux d'accord pour dire qu'elle avait tout compris à la psychologie des ados. La sagesse ne venant pas forcément avec l'âge, cette adolescente est la preuve vivante que l'on peut accéder à une certaine sagesse très jeune. Elle raconte qu'elle a traversé une période assez difficile avec ses parents. Elle est allée jusqu'à quitter le domicile familial, mais leur vie de famille a pris une bonne tournure le jour où elle s'est mise à pratiquer une méthode ancestrale de Qigong chinois, le Falun Dafa. Depuis ce jour, elle a compris son malaise, analysé son processus psychologique, appris à mieux communiquer avec ses parents. Comme nos enfants approchent de l'âge fatidique, c'est donc à cette adolescente que j'ai demandé conseil pour comprendre ce qui se passe dans la tête des ados. Pour apprendre à mieux communiquer avec eux, les conseils sont trop précieux et utiles pour que je les garde pour moi toute seule. Ils pourraient vous sembler banals, vous en avez peut-être lu, entendu de semblables ici ou là, mais ils sont le fruit d'un vécu heureux et tout est fait pour que cette vidéo soit un outil pratique pour régler nos problèmes quotidiens à nous, parents. Voici les 3 raisons qui m'ont permis de sélectionner ces 5 conseils. Premièrement, ils ont été soigneusement sélectionnés sur la base de l'expérience réussie de Laetitia, c'est son prénom. Deuxièmement, ils sont inspirés par la mise en pratique d'une sagesse chinoise ancestrale. Troisièmement, dans la mise en pratique chez nous ensuite, j'ai aussitôt senti un grand changement à la maison et dans ma relation avec ma fille.
Alors j'ai validé pour éduquer avec sagesse et comme d'habitude, je vous les livre ici tout frais, brut, cadeau. Et comme d'habitude aussi pour vous, mes abonnés, vous êtes plus de 10 000 maintenant à l'heure où je vous écris. J'ai préparé une fiche mémo que vous pourrez télécharger ci-dessous et afficher à la maison pour vous en souvenir. Les avantages d'imprimer et afficher ce mémo sur un mur sont les suivants. Tout d'abord, montrez à vos enfants que vous faites des efforts, vous aussi, pour améliorer la communication dans la famille. Cela peut les encourager, de leur côté, à faire des efforts. Ensuite, vous souvenir de chaque point et les relire quand vous traverserez un grand moment de solitude. Sachez que vous n'êtes pas seul, la fiche est là pour vous le rappeler et sachez aussi que vous pouvez m'appeler, m'écrire si besoin via la fiche contact en bas de l'article et en bas de la vidéo puisqu'il y a un article et une vidéo. Le relire à votre enfant pour vous aider mutuellement à identifier où ça coince. Donc la fiche mémo est offerte et vous pouvez la télécharger juste en dessous. Ce sont donc les 5 secrets pour traverser la crise d'ado en beauté. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Premièrement, se mettre à la place de nos enfants. Facile à dire. On a tous entendu ce conseil et on veut tous du bien à nos enfants. Alors bien sûr que l'on essaye de se mettre à leur place, mais y arrive-t-on? Et sinon, comment y arriver? Se souvenir de notre propre adolescence n'est pas toujours suffisant, car nos parents étaient différents et nous-mêmes sommes différents de nos enfants. Chaque caractère est unique et chaque relation est unique. Comment s'y retrouver? Perso, j'aurais aimé être plus guidée, avoir plus de limites, recevoir un enseignement moral plus fort. C'est donc ce que je transmets à mes enfants. Et sans doute que vous aussi, vous offrez à vos enfants ce que vous n'avez pas reçu dans votre enfance. Mais malgré tout, ça ne va pas forcément. Alors j'ai listé ici, avec l'aide de ma jeune amie très inspirée, 5 grands principes valables pour tous et en toutes circonstances. Ma lettre, comprendre ce qui sépare nos 2 générations. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nos enfants grandissent avec des écrans sous les yeux plus de 8 heures par jour, à 15 ans en moyenne. Selon le nouveau rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies publié en décembre 2016, les adolescents passeraient près de 5 heures par jour à 11 ans et plus de 8 heures par jour à 15 ans devant les écrans, un portable à la main et surtout l'accès illimité à Internet. Comment comprendre ce qu'ils ressentent, nous qui avons grandi avec des livres, une corde à sauter et au grand air? Notre façon d'apprendre et mûrir n'avait rien à voir. Nous allions chercher les connaissances, nous choisissions l'info à laquelle nous avions envie d'être exposés. Notre curiosité était attisée par nos expériences personnelles et non pas stimulée par celles d'inconnus sur un écran. Nous étions actifs et relativement maîtres de nos vies. Pour combler notre ennui, nous n'avions pas accès à Internet. Aujourd'hui, sans bouger de chez eux, ni même de leur chaise, ils sont exposés à un flux infini de contenus digitaux, photos et vidéos. Sur les réseaux sociaux, un nombre incalculable de gens s'adressent à eux, leur disent et leur montrent des choses. Quelles choses? Dans quel but? Quelles conséquences pour leur développement et pour leur santé mentale, leur santé tout court? Comment mesurer l'impact de ces influences diverses sur eux? Comment peut-on se construire en étant passivement et en permanence exposé à autant d'influences de toutes parts et de toute nature? Évidemment, pour limiter ces influences inconnues et le mal-être qu'elles peuvent générer, la première chose à faire est de les aider à limiter leur consommation des écrans. Ce qui avait étonné Laetitia est que ni à l'école ni à la maison, on ne l'avait aidé à limiter sa consommation digitale. Je ferai prochainement une vidéo sur la façon de s'y prendre en tant que parent pour y arriver sans générer de frustration ni de conflit. Souffrance psychique, leur faire savoir qu'on les comprend. Dans un tel contexte, difficile donc de savoir ce qu'ils ressentent et pensent. Souvent, ils souffrent, mais n'arrivent pas forcément à décrire leur souffrance. Ils ne savent même pas d'où elle vient. Déjà, si l'on peut se mettre sincèrement à leur place et leur dire que l'on comprend cette difficulté qu'ils traversent, on exerce ainsi notre bienveillance à leur égard. Ils vont le ressentir et échanger plus volontiers avec nous, leurs parents.
Même si l'on ne résout pas tous les problèmes, établir ou rétablir le dialogue est déjà une victoire. Le nourrir tous les jours par de petites conversations empathiques à table ou au retour de l'école est essentiel. Comment se comprendre? L'habitude magique de la réunion quotidienne. Pour se comprendre, il faut se parler. Dans nos vies mouvementées, souvent hors de la maison, on se croise sans avoir le temps d'échanger et c'est souvent quand il y a un gros problème que l'on se retrouve obligé de se parler, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on ne se parle plus et on s'évite. Alors mieux vaut entretenir le dialogue au quotidien plutôt que d'attendre d'être obligé de rétablir la communication ou de constater qu'elle est rompue depuis un temps indéterminé. Il est donc très souhaitable de trouver un moment dans la journée où l'on se parle tous ensemble. Le repas du soir est souvent le plus facile à assurer en famille, mais chez vous, ça peut être le petit déjeuner, à voir. C'est la clé du succès de cette amie dont je vous parlais en début de vidéo, vous savez, celle qui entretient une relation exceptionnelle avec ses deux ados. Chaque soir, depuis qu'ils sont petits, ils ont rendez-vous autour de la table pour manger et échanger, chacun sur leur journée. Zéro écran, zéro TV, uniquement la famille réunie et ses conversations. La question magique du soir en famille, comment s'est passée ta journée? Chacun son tour. Confiance en soi, les aider à juger leurs propres valeurs sur des critères sains. Pour la plupart des jeunes, une personne de valeur est une personne qui sait se mettre en avant, qui a une apparence physique attrayante. Troisièmement, qui a un fort caractère et un esprit critique dans le sens qu'il dénigre tout. Ensuite, totalise le plus de likes sur Facebook, TikTok, le plus de followers sur Instagram ou d'abonnés sur sa chaîne YouTube. À l'inverse, les personnes plutôt réservées, indulgentes, douces, gentilles ne sont pas forcément des personnes admirées ou que l'on va trouver cool. Souvent, elles sont même la cible de critiques ou de moqueries. En l'espace de quelques décennies, les valeurs morales ont été inversées. C'est devenu cool d'être bad et c'est naze d'être sympa. Avez-vous remarqué le visage des personnages de bandes dessinées, de dessins animés et de films? Ils ont presque toujours les sourcils froncés, ce qui leur donne un air pas très avenant. Sur son t-shirt, on recherchera plutôt à arborer un bad girl ou une tête de mort plutôt qu'un message positif ou aimable. C'est comme si l'on voulait en imposer aux autres, que l'on cherchait la confrontation permanente. Dans un tel contexte, comment se sentir serein et en sécurité? L'une des clés réside dans le choix des fréquentations. L'importance et l'influence des amis à l'adolescence. De tout temps, on a observé l'influence majeure des fréquentations sur le développement de l'être humain. C'est d'autant plus sensible à l'adolescence, période où l'on construit son identité, mais aussi période où l'amitié est un refuge, un réconfort et un besoin pour affirmer son caractère hors de la sphère familiale. Autant de belles amitiés peuvent nous donner force et confiance en nous, autant de mauvaises fréquentations peuvent avoir des conséquences néfastes, voire graves parfois. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. C'est un proverbe grec. Plus récemment, en 1991, le célèbre Jim Rohn, entrepreneur et coach en développement personnel, auteur de 5 pièces majeures du puzzle de la vie, il disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Dès lors, on réalise l'importance d'aider notre adolescent à bien choisir ses fréquentations. Sans être rigide ni intrusif, on peut déjà l'aider à comprendre l'influence de mauvaises fréquentations les influences qu'elles peuvent avoir sur sa vie. L'aider à réaliser qu'il peut gâcher sa jeunesse par de mauvaises fréquentations, voire gâcher sa vie s'il n'arrive pas à tirer des leçons de ses erreurs. Fréquentation, les 4 questions à lui poser. Si vous sentez votre enfant en danger, en présence de certaines personnes, vous devez faire en sorte qu'il réussisse à s'en éloigner pour protéger sa santé, voire sa vie.
Mis à part ces cas extrêmes, il est bon d'amener votre enfant à réfléchir sur chacune de ses fréquentations pour l'aider à bien les choisir. Voici 4 questions simples à lui poser pour le guider sans le forcer. Premièrement, comment te sens-tu en compagnie de cette personne? Deuxièmement, es-tu heureuse en sa présence, triste, mal à l'aise? Troisièmement, te sens-tu valorisée, reconnue à ta juste valeur avec elle? Quatrièmement, cette personne te donne-t-elle envie de devenir meilleure? Même s'il ne vous répond pas tout de suite ou qu'il n'a pas envie de vous répondre, ces questions peuvent amener votre enfant à réfléchir par lui-même à l'influence que peuvent avoir ses fréquentations sur son humeur, sur son bien-être, son caractère, ses études, son avenir. Comment gérer? Lui donner confiance en sa capacité à résister aux comportements destructeurs. Souvenons-nous que les jeunes d'aujourd'hui sont nés à une époque où les valeurs humaines de bonté et de patience, si nécessaires à leur développement personnel, sont dévalorisées. Fort de ce constat, on peut l'aider à comprendre que pour se sentir aimé et admiré des autres, il n'est pas obligé de se laisser tirer vers le bas au moyen de dépendances autodestructrices, alcool, cigarettes, drogue, comportements violents, relations intimes banalisées, jeux vidéo, etc. Pour se sentir aimé, respecté et admiré, il peut aussi choisir, au contraire, d'avoir le courage de résister au courant, de s'affirmer comme étant différent. Il peut écouter son cœur plutôt que de suivre les autres par conformisme. C'est très difficile parce que la nécessité d'appartenir à une communauté est particulièrement forte à l'adolescence. Mais justement, s'il parvient à faire ce choix, à choisir ses amis, quitte à en avoir moins, mais de bons, s'il parvient à ne pas suivre aveuglément, mais plutôt à réfléchir par lui-même et à apprendre à dire non, il aura d'autant plus confiance en lui et se sentira valorisé d'avoir réussi à s'affirmer. C'est un exercice de développement personnel dans lequel nous, les parents, pouvons les guider pour les rendre plus forts, plus heureux. Deuxièmement, responsabiliser notre ado. Je ne parle pas ici de son agenda, de son propre argent, ses dépenses, ses actes. Non, même si je pense que les parents peuvent utilement jouer un rôle de coach en développement personnel pour leur ado dans tous ces aspects de la vie quotidienne, et j'en ferai une vidéo prochainement aussi. Pour l'aider à devenir vraiment responsable de sa vie en général, il est bon de commencer par l'aider à devenir responsable de ses propres pensées. C'est une faculté qui n'est plus beaucoup enseignée à l'école, apprendre à réfléchir par soi-même. C'est la clé de la vraie liberté. Et nous, parents, sommes les mieux placés pour lui enseigner cette compétence qui peut déterminer son avenir. Leur responsabilité dans sa capacité à raisonner vraiment par lui-même. Puisque les repères et les critères de votre jeune ado ne sont pas les mêmes que les vôtres, vous pouvez l'inviter à réfléchir par lui-même à ses propres agissements. Le secret pour responsabiliser un ado, c'est d'éviter de le blâmer et de le juger, plutôt lui donner l'envie d'être responsable de son comportement. Relation de confiance avec son ado, l'erreur à éviter. Si vous lui mettez trop de contraintes, il va se sentir pris au piège. Il sera perdu, déchiré entre d'un côté le désir de faire comme les autres jeunes, de tester ses limites, et de l'autre côté le désir de respecter ses parents et leurs valeurs. L'exemple de mon amie adolescente est éloquent. Elle dit « Je ressentais que je ne pouvais pas rendre ma mère heureuse puisque je n'arrivais pas à me conformer aux limites qu'elle essayait de me mettre et aux valeurs qu'elle essayait de me transmettre. J'étais déchirée intérieurement, dit-elle. Peut-être qu'en apparence, votre enfant se comporte en rebelle, égoïste et inconscient, mais ça ne veut pas forcément dire qu'au fond de lui-même, il est convaincu de bien faire. Une solution est donc de lui suggérer de réfléchir par lui-même et de regarder en lui. Une bonne question à poser à un ado, si tout le monde le fait, est-ce que ça veut forcément dire que c'est bien, que c'est juste? Si vous arrivez à lui suggérer des moments de réflexion, d'introspection, de calme, si vous arrivez à lui faire comprendre que c'est nécessaire de se remettre en question, d'interroger son propre cœur avant de se fier à ce qu'on a lu sur Internet ou à ce que les autres disent, alors il est fort possible qu'il va se rendre compte par lui-même
que ce qu'il fait n'est pas juste. Il va alors se sentir responsable de ses comportements et agir en conséquence. Pour l'aider à trouver ces moments de calme et de réflexion, il est vital de l'aider à limiter sa consommation d'écran. Seul, il n'y arrivera pas. Il a besoin de vous pour cela. J'en parlerai donc dans une prochaine vidéo, car les écrans ont des effets néfastes d'une ampleur très sous-estimée sur le développement de nos enfants. Notamment, les écrans les empêchent d'avoir ces moments de calme, d'ennui aussi, qui sont propices à l'autoréflexion. Troisièmement, conseil aux parents d'un adolescent difficile, la thérapie par l'histoire. Crise existentielle liée à une crise de sens. Aujourd'hui, le sens de certains mots a été complètement subverti. Ils n'ont plus du tout la même signification qu'il y a 100 ou 200 ans. Prenez le mot liberté, par exemple. Autrefois, être libre signifiait avoir l'esprit et le cœur libre, être libre de toute dépendance. Dans les philosophies grecques et latines, on considérait que les besoins matériels et les désirs nous rendaient esclaves, donc malheureux. Accéder à la liberté consistait donc à se détacher des choses matérielles et des désirs. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en un excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État, disait Platon. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, être libre, c'est pouvoir faire tout ce que l'on veut, sans limite, sans entrave, satisfaire tous ses désirs. C'est une idée largement répandue dans tous les domaines de notre vie, de la société, dans les médias, la culture, l'éducation. Est-ce que pour autant, on est plus heureux qu'avant? D'ailleurs, a-t-on une vision juste de comment c'était avant? Pourquoi ne pas se faire notre propre idée en allant voir par nous-mêmes et en encourageant nos jeunes à explorer le passé? On peut trouver beaucoup d'inspiration dans les cultures d'autrefois. Par exemple, ce sont les trésors que j'ai trouvés dans la culture ancestrale chinoise qui m'ont poussé à créer le blog Éduquer avec sagesse. Ce sont aussi les héros de cette histoire de 5000 ans qui fascinent mes enfants. La preuve, ils regardent plus volontiers un film, un dessin animé ou une série basée sur l'histoire chinoise qu'un Disney, même s'ils aiment bien aussi de temps en temps. Ils disent que c'est plus intéressant, les personnages sont plus complexes, moins simplistes, plus inattendus, et les intrigues sont pleines de rebondissements, etc. dans ces films chinois, ces dessins animés, etc. Moi aussi, étant jeune, je me suis tournée vers cette vieille Chine pour donner du sens à ma vie. Ce sont les philosophies taoïstes et bouddhistes qui m'ont donné des réponses à mes questions d'adolescente occidentale. J'aurais bien aimé être exposée à notre vieille culture européenne, mais je n'ai pas eu cette chance, alors je me suis tournée vers l'Asie. Et j'ai construit mon bonheur en puisant dans la richesse du passé. Aujourd'hui, à l'école Lotus Sacré, que j'ai cofondée en 2018, on enseigne les contes traditionnels chinois pour inspirer les enfants dans leur développement, dans le développement de leur caractère. En observant le comportement des héros historiques, ils réfléchissent à leur propre comportement. C'est un outil puissant de développement personnel. S'appuyer sur les valeurs du passé pour inspirer le présent. Laetitia raconte « Mes parents ont eu beau me répéter pendant des mois et des mois que ce que je faisais n'était pas juste, je ne pouvais tout simplement pas être d'accord avec eux car je ne pouvais pas comprendre en quoi mes agissements posait problème. En découvrant la méthode traditionnelle chinoise Falun Dafa, elle a appris à vivre selon 3 principes simples: vérité, bonté, patience. Ce sont des principes ancestraux que l'on retrouve à la fois dans le bouddhisme et le taoïsme, mais enseignés de manière très simple et efficace à appliquer sans attendre dans son quotidien. Cette sagesse ancienne lui a permis de régler ses problèmes du quotidien et grandement améliorer sa relation avec ses parents. Elle raconte « J'ai vu que les appliquer, donc vérité, bonté, patience, me faisait du bien à moi-même et aux autres, et que cela avait un impact beaucoup plus fort, que les gens autour de moi m'appréciaient réellement et que je n'avais plus besoin de suivre le courant pour que l'on m'apprécie. » Le conseil de Laetitia. En tant que parent, il faut être capable d'expliquer à votre enfant pourquoi ce qu'il fait n'est pas bien et quel impact négatif cela a sur lui et sur son entourage. Mettez l'emphase sur les avantages d'un comportement orienté vers la bienveillance, par exemple.
Si le jeune prend conscience du pouvoir de la bienveillance, alors il n'y aura plus besoin de lui mettre des limites. Il se mettra lui-même des limites et il sera tout simplement heureux. Quatrièmement, ne pas chercher à tout contrôler dans leur vie. Ça, c'est bien ce qu'il y a de plus difficile pour moi et sur lequel je travaille le plus, d'autant plus depuis que j'ai interviewé Laetitia. Agir comme un guide. Tout contrôler dans leur vie ne fera qu'empirer les choses. Vous ne pouvez contrôler la vie de personne. Vous pouvez agir comme un guide, un conseiller, un soutien, mais jamais vous ne serez à même de décider de sa vie, peu importe vos efforts. Si vous faites déjà tout ce que l'on a dit ci-dessus, ou même que vous appliquez un seul conseil, mais bien, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter autant qu'avant, car la communication sera rétablie et ou bien vous aurez réussi à transmettre l'importance de cultiver la bienveillance pour être heureux. Faites confiance à la vie. Parfois, un individu doit toucher le fond pour pouvoir remonter la pente. Ça a été le cas de Laetitia. Elle dit « Mes parents voulaient me protéger et m'empêcher de m'enfoncer dans une vie d'excès, mais en fait, c'était tout simplement mon chemin. Il fallait que j'aille au bout de ce chemin d'excès pour réaliser par moi-même à quel point je souffrais intérieurement, à quel point ça n'avait aucun sens et pour avoir envie de remonter vers la lumière. » Être présent tout en lâchant prise. D'un autre côté, Laetitia a eu la chance de découvrir cette méthode, le Falun Dafa, qui l'a aidée à remonter vers la lumière, comme elle dit. Certains jeunes n'ont pas cette chance et leur vie peut devenir un cauchemar. Dans ces cas-là, nous, parents, nous sentons bien démunis et il est très difficile d'intervenir pour les aider, même avec toute la bonne volonté. Quand on a la sensation qu'ils nous échappent pour plein de raisons, c'est très très douloureux. On regrette, on a peur, on se culpabilise. C'est pour vous aider à ne pas en arriver là que j'ai écrit cet article et que je fais cette vidéo. Je l'ai préparé comme un guide pour vous, parents, pour moi aussi, j'avoue, car je continue à apprendre. Lâcher prise, c'est très difficile. Mais si vous suivez vraiment ces 5 conseils, vous verrez la différence. Au conseil de Laetitia, j'ajoute mon petit grain de sel. Vous aussi cultivez la bienveillance, envers vous-même d'abord et envers les autres. C'est vraiment magique. Pour être un bon guide pour votre enfant, vous devez être inspirant pour lui. Aucun parent n'est parfait. Mais s'il travaille sur lui, notamment en étant plus bienveillant, les enfants le voient et ça les inspire. Comment poser des limites à un adolescent? L'affection et le soutien. La bienveillance est d'autant plus nécessaire qu'elle les protège même des conduites à risque. Tel que le montre un article de recherche sur les troubles du comportement chez les adolescents de la Harvard Medical School, qui dit « Les adolescents qui peuvent compter sur l'affection et le soutien de leurs parents sont moins enclins à avoir des conduites à risque. » Mais ceci suppose que l'on pose le bon cadre. L'article précise que l'affection et le soutien fonctionnent lorsque les attentes parentales vis-à-vis du comportement de leur enfant sont claires et que les limites comme l'encadrement sont établies de façon cohérente. Avec les enfants, j'ai appris et observé qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Le mieux est de commencer tôt. Mais encore faut-il pouvoir se reposer sur de bonnes bases. Or, on est un peu perdu aujourd'hui avec des conseils parfois contradictoires. Bienveillance, oui. Fermeté, comment? Il n'est jamais trop tard pour bien faire en éducation. Pour poser des limites cohérentes, vous pouvez lire un article que j'ai écrit, les 6 conseils pour poser le bon cadre. C'est une vidéo aussi. Si vous avez besoin de passer à l'action et de rectifier le tir à la maison, vous pouvez visiter l'espace formation d'éduquer avec sagesse pour trouver des fiches pratiques inspirées de sagesse ancestrale qui fonctionnent de tout temps. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur le lien juste en dessous. La magie de ce cadre inspiré du passé, c'est qu'il est un support de développement personnel pour l'enfant et le parent. Vous allez apprendre à votre enfant à développer ses qualités. 5e, mettre en évidence les qualités de nos ados. La compétition positive. On la critique beaucoup. La compétition est très présente dans toute la société, à l'école, en entreprise et dans les médias. Il faut être le meilleur à l'école, le plus cool aux yeux de ses amis, avoir les habits les plus à la mode, être le plus beau, avoir du succès, etc. Cela crée un climat quotidien parfois anxiogène pour les jeunes,
sans même qu'ils en aient conscience. Dès lors, l'enjeu pour nous, parents, est d'aider notre adolescent à choisir des choses saines pour exercer son esprit de compétition et non pas subir ce que la culture moderne lui impose. Plus de likes sur Instagram, plus de vêtements de marque, plus de followers sur TikTok, etc. Si l'on choisit bien son combat, la compétition peut être bénéfique, plutôt que d'être victime d'influences extérieures qui ne le font pas grandir ni s'épanouir. L'adolescent peut apprendre à se dépasser pour, par exemple, maîtriser un instrument de musique, exceller dans un sport qui lui plaît, développer une compétence artistique qui l'attire, briller dans la matière scolaire qui le passionne. Aidez-le à repérer ce qui le plonge dans un état de flow. Alors, entendons-nous bien, on ne parle pas de jeux vidéo ni d'écrans divers sur lesquels ils adorent passer du temps. L'état qu'ils ressentent alors est très loin du flow ou du Tao de la sagesse chinoise. En effet, lors de ces activités passives, l'enfant consomme plutôt que de créer ou d'être activement en train de développer ses compétences. Le plaisir procuré n'est pas le fruit de sa capacité créative. Le concept de flow a été développé dans les années 90 par le psychologue hongrois Mihaly, j'arrive pas à prononcer son nom, dont les études se sont concentrées sur le bonheur. Il a lui-même vécu la guerre et la perte de ses proches. C'est en jouant aux échecs, puis en s'adonnant à la peinture qu'il a découvert et étudié ce concept de flow. Sous l'influence de Carl Gustav Jung, son idée rejoint celle du philosophe chinois Zhuangzi, proche du taoïsme. Je cite, « Les meilleurs moments de notre vie ne sont pas ceux où l'on est passif, réceptif, détendu. Les meilleurs moments sont habituellement ceux où le corps ou l'esprit d'une personne s'étire vers ses limites dans un effort volontaire d'accomplir quelque chose de difficile et qui en vaut la peine, dit Mihaly. » Il a un nom imprononçable. Encourager, mais pour de bonnes raisons. Dans l'éducation positive aujourd'hui, j'ai observé une tendance qui consiste à donner la priorité à ne pas blesser l'orgueil des enfants, éviter de les frustrer, leur donner confiance en eux. On a l'impression qu'il faut les encourager coûte que coûte, leur apprendre à s'aimer comme ils sont et ne surtout pas leur parler de leurs défauts pour nourrir leur confiance en eux. Mais auront-ils confiance en eux et seront-ils fiers d'eux s'ils n'arrivent pas à se contrôler, s'ils développent des défauts qui leur créent des problèmes au quotidien? Ne faut-il pas plutôt les encourager à développer leurs qualités, à se surpasser, à contrôler leurs émotions négatives, prendre goût à faire des efforts pour accomplir leur but, devenir meilleurs en réduisant leurs travers? Les valoriser, oui, donc, mais pour de bonnes raisons. Récompenser leurs efforts, leur faculté à dépasser leurs limites, à apprendre à devenir meilleurs. Avec cela à l'esprit, valorisez-les souvent, plus souvent, dites-leur qu'ils sont extraordinaires, apprenez-leur à ne pas chercher à être meilleurs que les autres, mais meilleurs qu'eux-mêmes hier. Apprenez-leur à ne pas se comparer aux autres constamment. Ils vous seront vraiment gré de cela, parce que ce n'est pas le genre de choses que l'école ou la société va leur apprendre. Les phrases magiques pour valoriser votre enfant. Je vous en donne quelques-unes. De manière concrète, voici 12 phrases à dire à votre enfant le moment venu. Elles sont tirées du site Apprendre à éduquer. Pour leur donner confiance, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Même quand c'est dur et que cela représente un vrai défi, tu peux puiser dans tes ressources pour y arriver à ton rythme. Tu es une partie essentielle et indispensable d'un tout. Tu peux faire une différence dans ce monde. Tu es capable de réaliser bien plus que ce que tu crois. Pour leur redonner la motivation, mets ton cœur dans tout ce que tu fais. Ce qu'on fait avec amour et joie réussit toujours car l'amour mis dans l'action compte plus que le résultat. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'apprendre. Parle-moi de ce qui te passionne, de ce qui t'enthousiasme. Qu'est-ce qui te fait vibrer?
Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si tu essayes? Quelles sont les preuves qui te laissent penser que le pire arrivera? Es-tu absolument sûr que c'est vrai? Trouve au moins 3 idées pour que cela n'arrive pas. Pour conclure, on a débuté cette vidéo par une note négative, un constat alarmant sur le mal-être de beaucoup d'adolescents aujourd'hui. Et tout en développant ces 5 conseils inspirés par la sagesse de Laetitia, tout juste sortie de l'adolescence, ne trouvez-vous pas que cohabiter avec vos ados peut être un formidable chemin de développement personnel? Pour aller plus loin, vous pouvez contacter Laetitia sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube, je la mets juste en dessous. Et en plus d'avoir un avis éclairé sur la psychologie des adolescents, elle porte un regard très juste sur les actualités et, cerise sur le gâteau, elle est férue d'histoire.